Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus à Cinro pour ce Café Climat. Désolé pour le changement de salle de dernière minute, mais c'est vrai que à l'origine, c'était dans la canne du climat et qui était devenue assez inhabitable compte tenu de la canicule. Donc, on a la chance d'avoir trouvé cette salle à l'école des mines climatisée. D'ailleurs, ce qui nous amène un peu au sujet d'aujourd'hui, hein, parce qu'on s'aperçoit avec les canicules qu'on a, qu'on commence à avoir des pics de consommation d'énergie en été, ce qui n'était pas le cas précédemment. Et c'est en cas dans des pays où la climatisation s'est beaucoup plus développée, comme les États-Unis. C'est vraiment à ces périodes-là où le réseau électrique est particulièrement mis sous tension. D'où un des intérêts de développer des nouvelles sources d'énergie qui, elles, contrairement à d'autres, on a plus de mal à les produire en été, et bien sont assez performantes pendant ces mois chauds. Et ça comprend évidemment tout particulièrement le solaire et le photovoltaïque. Donc, je vais commencer d'abord par nous présenter rapidement. Donc, moi, je m'appelle Marin Pugnat, je travaille à l'Agence parisienne du climat. On est une association, une agence locale de l'énergie et du climat qui a été créée par la ville de Paris en 2011. Depuis, on l'accompagne dans la mise en œuvre de son plan climat et également, on assiste aussi à la métropole du Grand Paris depuis la création de la métropole en 2015. Et on agit vraiment comme un facilitateur du changement de la rénovation énergétique et plus largement de la transition écologique à Paris. C'est vrai qu'historiquement, notre cœur de métier était la rénovation, mais on investit aussi depuis d'autres champs, comme l'adaptation. Sur le bâtiment, on agit aussi beaucoup maintenant, comme le guichet unique, sur les questions de végétalisation et aussi sur les questions énergétiques, en particulier sur le solaire et le photovoltaïque. On aura l'occasion d'y revenir. Aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, l'énergie à la fois solaire et photovoltaïque. On reviendra aussi juste après sur les différents termes de définition importants. Enjeu très important, j'ai parlé en introduction de l'aspect nécessité de produire, y compris en été, de l'énergie. Il y a vraiment toute une idée de résilience assez importante pour moins dépendre d'autres territoires, par exemple lié à l'énergie nucléaire ou à l'énergie fossile, mais de davantage pouvoir produire sur notre propre territoire, là où l'énergie est consommée. Aussi, évidemment, l'idée de décarboner. On a des objectifs assez forts à Paris et sur la métropole et aussi en France de décarboner avec l'objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Pour Paris, l'objectif, c'est aussi d'atteindre en 2050 20% d'énergie produite localement. Et ça inclut énormément de solaire. On a d'ailleurs besoin de faire un vrai saut d'échelle, même à l'échelon 2030. On va atteindre 100 gigawattheures de production, 100 gigawatts, pardon, de production de solaire et 100 gigawatts d'énergie à Paris, ce qui a impliqué un saut d'échelle extrêmement important. On aura aussi l'occasion d'y revenir. Donc pour l'instant, le potentiel est très grand à Paris, encore pas suffisamment développé. On voit de plus en plus des bâtiments publics s'équiper, se solariser, mais on a encore un grand gisement inexploité, que ce soit sur le public, mais aussi sur tous les bâtiments privés, que ce soit entreprises ou copropriétés. Et aujourd'hui, on va un petit peu se réfléchir grâce à mes différents intervenants, qui sont tous des acteurs sur notre territoire, qui participent à l'accélération de sa dynamique pour essayer de relever ensemble le défi du solaire. Et on va voir que pour y arriver, exploiter tout ce potentiel, ça va impliquer des efforts de tous, à la fois collectivités, entreprises, mais aussi citoyens. Donc c'est pour ça qu'on aura un mot aussi particulièrement pour vous qui nous écoutez aujourd'hui. Et je vais présenter enfin très rapidement nos différents intervenants. Donc on a André Joffre, président de TechSol, un bureau d'études indépendant sur le solaire. Guillaume Clouard, vous travaillez à la métropole du Grand Paris sur ces questions-là, en tant que chargé de mission. On a Patrick Jez à Enercitif, qui est coprésident de cette association. Vous aurez l'occasion de dire un mot aussi sur ce que fait Enercitif. Et puis mon collègue Gaston Cocan, qui travaille pour l'Agence parisienne du climat sur ces questions de photovoltaïque et de solaire en copropriété. Donc, je propose de commencer. On va d'abord essayer de définir. Voilà, on n'a pas forcément que des experts aujourd'hui autour de la table dans cette salle. Enfin, autour de cette table aussi, mais pas forcément dans cette salle. Donc, j'ai donné la parole à André Joffre pour nous faire un petit topo. On parle de solaire, on parle de photovoltaïque, on parle aussi d'autoconsommation ou de revente d'énergie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en deux mots un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui? Oui, alors, bon, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que les énergies renouvelables, quelles qu'elles soient, ça va de pair avec la maîtrise de l'énergie. La première des choses à effectuer, c'est de faire des bâtiments qui soient économes et des processus qui soient les plus économes possibles
que ce soit pour l'eau chaude sanitaire, par exemple, qui est un gros secteur, un gros potentiel d'utilisation du solaire. Alors, ce n'est pas le même solaire, c'est du solaire thermique, hein. On transforme l'énergie du soleil, le rayonnement solaire, en eau chaude, avec des capteurs qui sont de technologies très différentes de la technologie photovoltaïque. Alors, il faut dire que souvent, on reproche au photovoltaïque d'être des produits importés de Chine. Mais là, il faut dire que pour le solaire thermique, nous sommes exportateurs de panneaux solaires. C'est-à-dire qu'en fait, on produit en France beaucoup plus de panneaux solaires que la consommation du pays, bien sûr, et de l'outre-mer. Et donc, nous exportons en Europe, un peu partout, des panneaux solaires. Donc ça, c'est le point le plus important. Et le chauffe-eau solaire, c'est un moyen, alors pour une maison individuelle, pour un pavillon, c'est un moyen de pouvoir passer au solaire et 100% au solaire dès qu'on arrête sa chaudière, par exemple. Donc pendant plusieurs mois par an, on vit en autonomie. Et puis le reste de l'année, on fait des économies d'énergie sur le poste eau chaude. Évidemment, si on va dans le sud de la France, c'est encore un peu plus marqué. Ensuite, il y a le photovoltaïque. Alors, le photovoltaïque, c'est quelque chose qui a démarré il y a déjà très, très, très longtemps, mais qui s'est accéléré depuis 20 ans à peu près. C'est depuis qu'on a eu des tarifs d'achat. Alors, les tarifs d'achat, ils étaient très élevés. C'est-à-dire qu'on produisait de l'électricité, on produit de l'électricité qui est vendue au réseau. Et pour faciliter la rentabilité de ces projets, le tarif de vente au réseau était très élevé au départ. Il a pu atteindre jusqu'à 60 centimes le kilowattheure, hein, donc c'est extrêmement élevé. Et ça a permis de démarrer, d'amorcer le marché, et progressivement, au fur et à mesure où les prix des équipements a baissé, parce que le volume a entraîné une baisse des prix des composants. En gros, les panneaux solaires ont été divisés par 10 en 10 ans, hein, pour vous donner une ordre de grandeur. Le prix des panneaux solaires a été divisé par 10 en 10 ans. Et donc là, on arrive aujourd'hui à une bonne rentabilité qui peut se passer quasiment des subventions. Il n'y en a plus beaucoup d'ailleurs et elles finiront par disparaître rapidement. En gros, si vous voulez, alors, comme ça devient de plus en plus performant, bien en fait, au lieu de vendre l'électricité au réseau, on l'autoconsomme. C'est-à-dire qu'on produit l'électricité pour la consommer soi-même. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on achète bien sûr du complément lorsqu'il y en a besoin, la nuit, etc., au réseau. L'évolution qu'il va y avoir, c'est que les batteries des installations, des batteries qui peuvent être utilisées pour stocker l'énergie, l'électricité, suivent à peu près le même chemin que les panneaux solaires il y a 10 ans. C'est-à-dire que les prix commencent à baisser de façon extrêmement rapide. Et donc, on voit que la batterie va permettre de stocker l'excédent que l'on aura d'électricité pendant la journée. Par exemple, quand on n'est pas dans son domicile, on ne consomme pas beaucoup, donc on peut stocker cette énergie et ensuite l'utiliser le soir, à la nuit, quand on en a besoin. Ça, c'est l'autoconsommation. C'est finalement le modèle le plus abouti du solaire. On consomme l'énergie sur place. C'est le circuit le plus court possible, hein. Et puis, cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a un équipement qui est en train d'arriver dans la vie de tout le monde, c'est la voiture électrique. Et cette voiture électrique, en fait, c'est une batterie sur des roues. Donc, elle va permettre, et vous avez vu que les nouvelles voitures, la Renault 5 et puis la 4L, là, qui sont en train de sortir, sont des voitures qui sont à la fois qu'on peut recharger naturellement, mais surtout qui peuvent restituer à la maison ou à l'appartement de l'électricité. Donc, si vous voulez, la batterie de la voiture, ça va devenir la batterie de demain, parce qu'en fait, on ne va pas l'acheter, puisqu'on l'aura acheté pour avoir une voiture électrique. Et donc, cette batterie, elle va servir à pouvoir stocker de l'énergie. Et on pourrait entrer dans les détails, mais en gros, si vous voulez, la capacité d'une petite voiture, c'est 10 fois la consommation d'une maison, en gros. Donc, on a vraiment de la marge. Merci pour ce mot introductif. Vous avez déjà commencé à parler un petit peu de la dynamique aussi, qui s'est accélérée. D'ailleurs, je crois que vous voulez dire un mot aussi sur cette image, avec l'hôtel Port de Clichy, qui témoigne un petit peu de cette historique. Voilà, alors c'est un peu historique, c'est un Ibis Porte de Clichy. Alors, il doit y avoir pas beaucoup de kilowatts en façade, là. Je crois de mémoire, il y a 8 ou 9 kilos. Et c'était en fait, c'était déjà à l'époque de l'autoconsommation. Alors qu'il n'y avait, il faut dire qu'il n'y avait pas de tarif d'achat vraiment sérieux à l'époque. C'est ce qu'on appelle le tarif Jospin, qui était à 15 centimes.
Et en fait, donc on avait fait ce projet parce que le groupe Accor, en l'occurrence, voulait faire un projet solaire, voulait expérimenter, donc on aura fait ça. Et puis finalement, quand on a cherché dans le 26 mai 2006, il y a presque 20 ans, c'était, je crois, le Premier ministre de l'époque, de Villepin, qui a décidé de lancer un programme solaire et de mettre des tarifs d'achat qui étaient à peu près les mêmes que ceux d'Allemagne. Et donc, on a cherché un endroit pour faire un sujet, pour filmer, en fait, sur TF1. Et on a trouvé cette installation qu'on avait réalisée quelques temps avant. Et donc, ça a servi de cadre pour expliquer ce qu'était du solaire sur des bâtiments, alors qu'en fait, ce n'était pas du tout de la vente au réseau, puisque c'était de l'autoconsommation. Mais bon, vu à la télé, ça ne s'est pas vu, quoi. Ouais, en tout cas, ça c'est un petit peu plus clair, hein, ces questions de vente au réseau et d'autoconsommation. Peut-être si on recentre un petit peu la dynamique sur notre territoire, donc Paris, mais aussi la métropole du Grand Paris. Guillaume Cloas, vous pouvez nous donner un petit peu, peut-être un aperçu, quelques chiffres sur où est-ce qu'on en est sur le développement du solaire sur la métropole du Grand Paris. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Guillaume Cloire. Je suis chargé de mission rénovation des bâtiments publics et je fais également, je travaille sur la dynamique du solaire, notamment du solaire photovoltaïque. Et au sein de la métropole du Grand Paris, on a une compétence qui est de proposer des services à nos collectivités, notamment la mairie de Paris et les 130 communes de notre territoire. Et donc, on a mis en place deux outils, un projet de solarisation métropolitain dans lequel on a créé un projet collectif qu'on est en train de mettre en place en vente totale, dans lequel on met à disposition 6 hectares de toiture à solariser pour une puissance estimée de 8 mégawatts. Et pour être complémentaire, on a mis en place un projet d'accompagnement de nos collectivités pour les aider à mettre en place leur projet d'autoconsommation. Et donc, pour préparer tout cela, on leur finance, en fait, on centralise les études de faisabilité, les études de structure pour leur permettre de mettre le pied à l'étrier et de pouvoir mettre les centrales de manière plus réactive. Alors, en termes de chiffres, on voit que le projet d'appel à l'initiative privée, c'est 8 mégawatts, rien que sur cette partie du projet métropolitain. Et 8 mégawatts, c'est 35% de la puissance installée photovoltaïque qu'il y avait en 2022. Donc le plan climat métropolitain a répertorié 23 gigawattheures de production photovoltaïque à l'échelle métropolitaine. Et on voit qu'un tel projet qui démarre est assez significatif dans la part totale du solaire qui est installé actuellement. Dans les accompagnements que l'on met en place en matière de photovoltaïque, en autoconsommation, on a 15 communes qui sont répertoriées, il y a 47 études de faisabilité qui sont menées et 12 projets qui sont en cours de travaux ou en passe de lettres. Et donc, ces accompagnements, on est à peu près à 2,5 mégawatts de puissance. Donc, on voit que chaque initiative, on a des puissances qui s'accumulent et qu'il y a un engouement vers l'autoconsommation, vers les projets solaires. On peut citer la mairie de Paris avec l'énergiculteur, Enercitif, où il y a plusieurs dizaines de centrales qui vont être mises en place. Sur le Cyperec, une trentaine de centrales également. Il y a plein de dynamiques qui s'accumulent et on voit qu'il y a un réel enjeu et qu'on va bientôt doubler la puissance de 2022. Il y a Enercitif, justement, vous en avez parlé. Chose de leur donner la parole, parce qu'on a eu la chance de les avoir ce soir. Alors vous avez été créé en 2018, donc ça vous fait déjà 7 ans d'expérience sur le solaire. J'imagine déjà pas mal d'évolutions. Il faut déjà peut-être de rappeler en un mot ce qu'est Enercitif et quel est votre témoignage sur ces dernières années. Oui, alors effectivement, peut-être pour commencer, dire un peu ce que c'est Enercitif. Enercitif, c'est un ensemble de personnes qui se sont rassemblées pour se dire tout simplement, par rapport à la catastrophe climatique, parce que c'est bien ça le sujet, on ne peut plus rester les deux pieds dans le même sabot. Bien sûr, les pouvoirs publics ont un rôle totalement essentiel. Bien sûr, les entreprises ont un rôle colossal à jouer dans toute cette transition énergétique et écologique. Mais nous aussi, citoyens, on ne peut pas laisser se reposer sur eux, ils, les autres. Et on doit mettre également la main à la pâte. Il faut s'engager ici et maintenant. Et donc l'idée
de ces coopératives d'énergie citoyenne, parce que Énercitif est loin d'être seul. Il y en a aujourd'hui en France, il y a environ 400 projets de ce type-là qui se reconnaissent dans ce qu'on appelle l'énergie citoyenne. Ils sont là pour dire on donne une possibilité à chacun de s'engager concrètement, de faire quelque chose, un geste palpable pour apporter chacun sa petite pierre à la transition énergétique, avec bien sûr au départ ce qu'a rappelé André, le point essentiel de la sobriété énergétique, qui est le point de départ de tout, systématiquement, il faut toujours le rappeler. Aujourd'hui, Énercitif, c'est environ 400 personnes dans la coopérative. Il y a, depuis 2018, même si le projet a démarré en 2016, toute une première série d'installations qui ont été mises en place avec la ville de Paris sur des bâtiments municipaux. Cette idée de travailler entre la commune et les habitants, c'est quelque chose de tout à fait important. Il y a donc sur 9 bâtiments municipaux, des écoles, des collèges, des centres sportifs, et sur 6 bâtiments HLM, des installations solaires photovoltaïques qui ont été montées, mises en service à partir de 2021, qui aujourd'hui produisent de l'électricité qui, pour le moment, est injectée sur le réseau. C'est ce qu'on voit ici. De fait, les choses bougent, même si c'est jamais à la vitesse à laquelle on souhaiterait. On aurait envie de dire, mais il faut aller 10 fois, 100 fois plus vite que ce qu'on fait aujourd'hui. En tout cas, dans ce lien entre la collectivité et les habitants. La collectivité, il y a un plan climat à Paris, vous le connaissez, avec des ambitions extrêmement fortes. La métropole a elle-même ses ambitions placées à un très haut niveau. Comment est-ce qu'on contribue à ça ? Là, très concrètement, c'est un nouveau projet dans lequel s'est engagée la coopérative. On a parlé de ce projet qui s'appelle Énergiculteur, qui est porté par la ville de Paris, dont une partie a été proposé au travers d'un marché public, en fait un marché de concession, pour un projet d'autoconsommation par la ville de Paris. Et c'est la coopérative qui a remporté ce marché. Donc nous sommes actuellement en train de démarrer la construction de 12 nouvelles installations, toujours sur des bâtiments municipaux. Et c'est bien sûr l'occasion d'ouvrir grand les portes de la coopérative et de dire qui veut venir peut y participer. Merci. Alors, je crois qu'on a trouvé une solution pour le son, donc je vais essayer de contacter d'Alert, qui fera aussi, je pense, un bon complément pour nous parler un petit peu plus du contexte parisien et d'où on en est par rapport aux objectifs assez ambitieux que je citais en introduction. Je pense que c'est important de repartir peut-être de ce contexte que nous connaissons à Paris. Hein. On est en train de vivre une des pires canicules que Paris ait connue. Et on a vécu la nuit dernière, la nuit la plus chaude de l'histoire de Paris, une des nuits les plus chaudes de l'histoire de Paris. Et donc, ça montre bien que le changement climatique accélère et touche toutes les parties du territoire français. Ce contexte climatique, il nous oblige à accélérer notre lutte contre le changement climatique et aussi l'adaptation de nos territoires, notamment face aux fortes chaleurs, mais face au changement climatique de manière plus générale. Le plan climat, le nouveau plan climat qu'on a adopté fin 2024, il a un triple objectif: aller plus vite, faire plus local et faire plus juste. Et le grand enjeu peut-être de ce plan climat, c'est de préserver la possibilité d'habiter à Paris dans les prochaines années et de protéger les Parisiens les plus fragiles. Le changement climatique, il y a des responsables. Il y a des responsables du changement climatique. Et en particulier, l'un des enjeux qui sera débattu à la COP30 qui aura lieu à Belém au Brésil, c'est la sortie des énergies fossiles. Il faut nommer les choses. Les énergies fossiles sont largement responsables du dérèglement climatique que nous connaissons, y compris cette semaine à Paris. Et pour accélérer la transition énergétique du territoire parisien, il n'y a pas 36 manières de faire. Il y a d'une part, évidemment, la sobriété énergétique,
c'est impératif pour atteindre la neutralité carbone à Paris en 2050, mais aussi la production d'énergie renouvelable locale à Paris. Et j'en viens au sujet qui vous occupe. Évidemment, on a un objectif de 100% d'énergie renouvelable et de récupération dans la consommation d'énergie du territoire parisien d'ici 2050, dont 20% qui seront produites localement. On est actuellement à 7% de production locale d'énergie renouvelable sur le territoire parisien et on devrait atteindre 10% en 2030. Et évidemment, sur le territoire parisien, l'énergie photovoltaïque est l'un des deux principaux gisements avec la géothermie pour développer les énergies renouvelables. On pourrait, c'est un potentiel évidemment hein, qui a été fait à Paris, produire jusqu'à 1500 gigawatts par an. C'est l'équivalent de la consommation de 270 000 habitants. C'est évidemment un gisement important et qu'il faut évidemment affiner. Mais ça dit quand même que du côté de l'énergie photovoltaïque, l'énergie solaire, on a un potentiel très important, y compris à Paris. En 2023, on avait atteint une production de 3,3 gigawattheures. C'est assez marginal, j'allais dire, même si on a beaucoup progressé, on a beaucoup de marge aussi. Alors, comment est-ce qu'on va y arriver à Paris pour développer et massifier la production d'énergie solaire? On a d'abord classé l'ensemble du territoire parisien en zone d'accélération des énergies renouvelables. Premier point. Ensuite, l'atteinte de ces objectifs, ça repose évidemment sur la mobilisation de tous les acteurs parisiens, acteurs publics, acteurs privés, les entreprises, les citoyens, évidemment, pour nous aider à atteindre ces objectifs. Pour son propre compte, la ville de Paris a commencé à développer sur ses bâtiments municipaux, ses équipements municipaux, un programme qu'on appelle Énergiculteur. On a fait une première session de ce programme avec 15 projets dans la saison 1, donc des écoles, des collèges, des gymnases, des bibliothèques parfois. Et puis, on a une deuxième édition avec 30 bâtiments supplémentaires qui va être lancée. Donc, on accélère, mais évidemment, il y a une grande part du chemin qui reste à faire. Ensuite, on a intégré les bailleurs sociaux de la ville de Paris. Donc, les trois bailleurs de la ville de Paris, hein, que sont Paris Habitat, la RIVP et Logician, donc qui est un acteur bien reconnu sur le territoire parisien. Et on a aussi créé un nouvel outil qui s'appelle la SEM Axe Seine Énergie Renouvelable, avec la métropole de Rouen, du Havre, la métropole du Grand Paris et la ville de Paris, pour accélérer sur la solarisation notamment des logements sociaux, mais pas que. Donc, un nouvel outil à notre disposition. Ensuite, les entreprises signataires du pacte Paris Action Climat Biodiversité, donc que nous avons avec des entreprises de tailles différentes d'ailleurs à Paris, mais qui mènent des projets de solidarisation aussi sur leur foncier, donc sur des bureaux essentiellement. Donc ça, c'est aussi un vecteur d'accélération sur l'énergie solaire à Paris. Et puis ensuite, pour les copropriétés parisiennes, hein, on a à Paris 48 000 copropriétés parisiennes, donc du logement privé. L'Agence parisienne du climat a mis en place un programme d'accompagnement des syndics pour les aider dans leur démarche quand elles veulent solariser leur bâtiment. Notre objectif, c'est de produire au moins 100 gigawatts en panneaux photovoltaïques à l'horizon 2050. Donc, c'est des enjeux importants et on a encore, on va dire, un certain nombre de freins pour pouvoir être sur les bonnes trajectoires de ce point de vue-là. Il y a notamment la question de l'intégration patrimoniale à Paris de toutes les centrales solaires que nous souhaitons créer. Vous savez qu'une grande partie du territoire parisien est située en zone d'avis conforme des architectes des bâtiments de France, qui ont aussi leurs exigences. Et donc, nous travaillons avec eux pour permettre de
potentialiser ou de produire localement des énergies renouvelables, et en particulier pour installer des nouvelles centrales solaires. Donc, on a un projet très important sur la canopée des Halles, qui pourrait être, si l'avis des ABF était positif, une des centrales les plus productives de Paris. Mais ce serait la démonstration qu'il est possible d'installer des centrales solaires dans le cœur patrimonial et historique de Paris. Et donc, on est engagé sur des travaux enfin, sur des projets qui sont d'envergure. Ensuite, peut-être, et en terminer par là, on développe beaucoup l'autoconsommation collective à Paris. C'est qui est très adapté, enfin qui est très adapté à Paris compte tenu de la baisse des tarifs d'achat pour les petites puissances qui sont majoritaires quand même à Paris. Donc, c'est pour nous renforcer aussi, on va dire, dans l'autonomie énergétique et disons plus largement à travers la production locale d'énergie renouvelable, de retrouver de la souveraineté énergétique par rapport à l'importation évidemment d'énergie fossile pour alimenter le territoire parisien. Voilà, en quelques mots, peut-être vous résumer l'équation dans laquelle nous nous trouvons, dans un contexte qui est quand même extrêmement préoccupant du point de vue de l'impact du changement climatique à Paris, puisque la canicule que nous traversons et que nous allons connaître à nouveau, les vagues de chaleur que nous allons connaître à nouveau au cours de cet été, qui va être très probablement beaucoup plus chaud que les moyennes, très chaud et beaucoup plus chaud que la moyenne saisonnière. Eh bien, ce sont les nouvelles conditions climatiques dans lesquelles nous entrons. Et donc, nous devons à la fois continuer à lutter contre le changement climatique, atténuer le changement climatique, les émissions de gaz à effet de serre, mais évidemment, accélérer la transition énergétique et adapter notre territoire pour faire face notamment à ces vagues de chaleur qui sont extrêmement dangereuses pour la santé de nos concitoyens. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Dan Lertz, pour ce point assez complet sur les enjeux, mais aussi ce que met en œuvre la ville de Paris pour accélérer la dynamique et essayer d'atteindre ces objectifs qui sont très ambitieux en termes de développement d'énergie renouvelable et en particulier sur le solaire et le photovoltaïque. Donc merci beaucoup pour votre intervention. Je vous propose de poursuivre nos discussions, peut-être pour aussi finir sur le tour de table sur les dynamiques engagées et où est-ce qu'on en est, en se projetant aussi peut-être sur un futur assez proche. On voit beaucoup d'évolutions en ce moment. Je vais commencer par donner la parole à mon collègue Gaston Cocan, donc, à l'Agence parisienne du climat. C'est vrai qu'on a une approche vraiment au contact notamment des publics des copropriétés. Donc voilà, depuis que l'agence s'intéresse à ces sujets-là et qui a amené à se renforcer par la suite. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la dynamique du solaire en copropriété? Pardon. Oui, tout à fait. D'abord, pour rappeler ce qu'est l'Agence parisienne du climat, comme l'a dit mon collègue Marin, c'est une ALEC, Agence locale d'énergie du climat, donc qui s'occupe des questions d'énergie et du climat. Tout a été cité, mais qui a fait ses armes, j'ai envie de dire, à Paris dans la rénovation thermique du bâtiment. À partir de 2013, où elle s'est attaquée justement à la rénovation des copropriétés parisiennes et a créé son identité professionnelle là-dedans. Et au fil de ses missions, au fil de ces années passées, avec du succès qui a porté jusqu'à 40% des copropriétés parisiennes inscrites sur notre plateforme Coach CoPro, d'accompagner à développer des sujets de végétalisation et aujourd'hui de solaire depuis maintenant 1 an. Ça part d'un constat que en fait 5% des toitures parisiennes viendraient remplir l'objectif de production photovoltaïque ici parisienne et donc finalement aussi les toitures des copropriétés. Peut-être pour rappeler aujourd'hui qu'on accompagne 80 copropriétés au quotidien dans tout type de projet, à la fois du projet très personnel sur des petites installations, sur des petits immeubles, petites copropriétés, sur des projets beaucoup plus gros qui vont jusqu'à l'échelle du quartier et notamment, comme ça a été dit par Monsieur Danler, au niveau de l'autoconsommation collective qui n'a pas été précisé ici dans son explication technique. On peut consommer pour soi, mais aussi sur ses surplus, vendre son énergie à son voisin. C'est ce qui est l'autoconsommation collective. Voilà. Et on constate notamment que cette niche de l'autoconsommation collective est très présente à Paris au sein des copropriétés, parce qu'une copropriété vit traditionnellement en journée très peu, consomme le matin et le soir, et donc au pic de la production solaire qui évidemment
au plein milieu de la journée, on a un surplus. Et donc toute l'idée est de favoriser justement la mutualisation de cette énergie au sein des différents bâtiments, de produire sur les copropriétés et d'aller justement chercher l'institutionnel, le tertiaire, qui eux sont des consommateurs de journée, pour ainsi à terme créer une vraie vie de quartier, une entraide et une utilisation qui à terme va créer justement cette résilience climatique qui n'a pas encore été évoquée ici, mais qui viendra aussi nous permettre d'affronter les vagues de chaleur, les problématiques qui seront liées. Donc sur ce sujet-là, c'est nous comme ça qu'on définit la chose et pour laquelle on se bat au niveau de la PC. Merci Gaston. On parle aussi beaucoup du solaire en ce moment, avec des évolutions réglementaires, des régimes d'aide au niveau national notamment. Et puis évidemment, la semaine dernière aussi, avec les débats qu'on a eu à l'Assemblée nationale sur un potentiel moratoire des énergies renouvelables. Je crois qu'André Joffre, vous vouliez aussi revenir un petit peu sur ce contexte-là, pour nous aider à comprendre ce que ça veut dire, y compris sur notre territoire, pour le développement du solaire. Oui, c'est vrai que pendant toute une période, le solaire, les énergies renouvelables en général, c'était pas très dangereux pour les tenants des énergies conventionnelles. Parce que finalement, on était cher, il fallait des subventions, et donc plus ou moins de subventions permettaient de doser en gros le volume d'activité qu'il y avait dans ce métier. La question s'est posée, notamment dans le solaire, mais pas que, dans l'éolien aussi, il y a quelques années, quand l'éolien est devenu extrêmement compétitif, et que le solaire est devenu très compétitif aussi, hein. Aujourd'hui, si on regarde un petit peu le prix des énergies, en gros, le solaire, l'éolien, pardon, en mer, on est à peu près à 6 centimes le kilowattheure, c'est-à-dire à peu près équivalent au prix de revient du nucléaire traditionnel existant et désormais amorti. Ensuite, si on remonte un peu, on a pour le solaire, entre, je dirais, les grands champs solaires, c'est autour de 6 centimes à peu près aussi, c'est le même ordre de grandeur. Et lorsqu'on va sur des bâtiments, c'est plutôt 8, 9, 10 centimes. Les derniers appels d'offres, effectivement, c'est à peu près ça, hein, autour de 9 centimes le kilowattheure. Donc c'est des vrais prix, des prix réels. Et puis sur les bâtiments individuels, on est plutôt autour de 10 centimes le prix de revient. Alors, dans tous ces cas, c'est moins cher malgré tout que le nucléaire conventionnel, hein. Le nouveau nucléaire tel qu'il est prévu, et si tant est qu'il n'y ait pas de dérive de prix, hein, on est payé pour le savoir, hein, que parfois il y a quelques dérapages, mais disons que pour l'instant, les demandes qui sont faites par EDF pour le nouveau nucléaire sont autour de 10 centimes le kilowattheure, le prix de revient. Donc on voit que le solaire et l'éolien se placent en dessous de tout ça. Et donc évidemment, cette compétitivité a fait naître chez nos opposants, parce qu'on est dans un régime concurrentiel, très clair, eh bien, des réactions assez vives, hein, et qui se traduisent par des lobbies très puissants au niveau de l'Assemblée nationale, etc. Et jusqu'à... bon, d'ailleurs, c'est des lobbies qui n'avancent même plus masqués aujourd'hui. On sait qui sont. Ce sont des personnes d'anciennes personnalités politiques qui ont été missionnées, par exemple, pour défendre l'intérêt, non pas du nucléaire, mais du tout nucléaire, hein, ce qui est encore une façon différente des choses, de voir les choses. Et donc, ça s'est traduit la semaine dernière par un amendement qui a été voté en Assemblée, enfin à l'Assemblée nationale, qui avait décrété un moratoire, qui est en train de décréter un moratoire sur le solaire et sur l'éolien. Alors évidemment, c'était extrêmement grave. Et on a bien sûr appelé tous les députés à se ressaisir. Et finalement, bon, ça a été le cas, puisque lors du vote solennel de la loi dite loi Grémillet, qui a été votée ce mardi dernier, pas celui-ci, mais le mardi d'avant, eh bien, on a eu un vote à 73% des suffrages exprimés qui étaient contre ce moratoire. Donc ça a été une très bonne chose. Mais ceci dit, il faut en tirer quelques conséquences de tout ça. C'est que d'abord, il y a des gens qui veulent pas de tout ça, voilà, et qui sont proactifs, qui sont très, très, très motivés, et on va les voir de plus en plus parce que ils traduisent cette volonté de ne pas faire du solaire en credo politique. Donc, c'est délicat. Nous, on n'est pas des politiques, on fait de la science, on fait de la technologie. Mais certains, on considère que le solaire, par exemple, c'est un acte politique d'être contre. Bon. Donc, c'est compliqué, hein, c'est compliqué, on ne parle pas, on ne fait pas le même métier. Bon.
Le deuxième sujet, c'est que ça va laisser des traces au niveau international. Vous savez, pour faire du solaire, il faut quand même investir, hein, parce qu'on paye une installation dont on va bénéficier, dont on va économiser, on va bénéficier des fruits de tout ça pendant 20, 30, 40 ans. Ça dure très longtemps, une installation solaire. Ça dure de plus en plus longtemps. Les panneaux coûtent de moins en moins cher et ils durent de plus en plus longtemps. Et donc, s'il faut de l'argent, il faut mobiliser des fonds pour pouvoir investir. Et aujourd'hui, je ne vous cache pas qu'avec ce contexte-là, les investisseurs regardent deux fois. Est-ce que véritablement, il faut y aller? Est-ce qu'il n'y a pas un risque, s'il y a des changements politiques dans le pays, que demain, l'argent qu'on aura mis là-dedans ne soit plus utilisé? Vous voyez, donc ça, certes, on a gagné à la fin, mais c'est une victoire un peu la Pyrrhus, hein. Le danger est toujours là. Donc il faut se mobiliser. Voilà ce que je voulais dire. Pour le solaire, bien sûr. Tiens, merci beaucoup. Je pourrais aussi peut-être donner la parole aux autres intervenants pour cette question. Je vous propose quand même de prendre quelques questions de la salle, peut-être sur les enjeux un petit peu plus généraux. On aura un deuxième temps de questions-réponses pour parler peut-être un peu plus spécifiquement de ce que font nos différents acteurs. Mais voilà, je vous invite, je vous laisse commencer. Oui, bonjour messieurs. Je suis un ancien de Framatome. Bon, c'était clair. Et justement, suite à l'incident de réseau en Espagne, Oui. il y a un ancien dirigeant d'EDF qui promouvait l'énergie nucléaire en Chine, bon, j'ai oublié son nom, mais qui a attaqué fortement le solaire en disant qu'il suffisait qu'un bande de nuages arrive et que tout le réseau s'effondre. Alors, qu'est-ce que vous répondez à cette... Oui, alors... Non, en fait, il y a une... Moi, j'ai suivi de très près ce qui s'est passé en Espagne, notamment le débat politique au Parlement espagnol, au Cortes. Et en fait, si vous voulez, il y a eu un rapport qui a été fait, ils ont mis presque un mois pour le sortir, hein. Donc, en Espagne, ce qui s'est passé, c'est que l'équivalent de RTE, c'est-à-dire ceux qui gèrent les réseaux très haute tension, hein, c'est eux qui assurent, si vous voulez, la stabilité du réseau. Et donc, à tout instant, il faut que, quand il y a des défaillances, des baisses de niveau, etc., qu'il y ait des centrales traditionnelles, en l'occurrence, là, c'est des centrales à gaz, qui devaient reprendre le service, venir assurer le complément pour pouvoir maintenir toujours la bonne fréquence sur le réseau. Bon. Et alimenter le réseau en énergie. Et là, en fait, il y avait 7 centrales à gaz, des turbines à gaz, qui étaient mobilisées pour faire ce travail et qui sont payées pour ça. Et l'une d'entre elles, en fait, a été défaillante. Elle avait annoncé qu'elle ne pouvait pas être là. Et le réseau qui assure l'organisation de tout ça n'a pas demandé à une autre centrale de se préparer pour intervenir. Donc ça, c'était une première faute qui a été faite chez RTE. Ensuite, comme évidemment RE2E, hein, c'est en Espagne, ça s'appelle la Red électrique espagnole. Bon. Donc, comme ils ont été mis en cause, évidemment, ils ont dit c'est pas de notre faute, c'est de la faute d'une centrale solaire qui se serait arrêtée. Une centrale d'Iberdrola, qui est une grande compagnie espagnole originaire du Pays Basque. Et donc cette centrale, évidemment, elle dit que ce n'est pas de leur faute, évidemment, c'est parole contre parole. Alors tout ça, ça se jugera aux tribunaux, hein, parce qu'il y a des enjeux économiques énormes. Quand vous avez un blackout de plusieurs heures dans un pays, ce n'est pas sans conséquence sur les dommages qui ont été subis par les consommateurs. Et donc aujourd'hui, le débat, il est là. Officiellement, le rapport du gouvernement espagnol, qui est un rapport qui a été fait sérieusement, dit que le solaire n'est en rien dans cette affaire-là. Le solaire est en rien. Bon. C'est uniquement la régulation du réseau qui n'a pas été correcte. Voilà. Bon, après, on verra bien comment ça va s'écouler, comment ça va se traiter. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'Assemblée nationale, alors que la panne venait d'avoir lieu, je crois, vers 12h ou 12h30, en milieu de journée, vous avez un parlementaire qui est monté à la tribune pour dire « Regardez, le solaire en Espagne, c'est ça qui est la cause. » Alors que personne n'en savait rien. Et qu'en fait, ça a été ensuite contredit par les rapports d'expertise. Le solaire n'est pour rien dans cette histoire de blackout en Espagne. Voilà. Donc,
Hein? Avant de poser. Et alors? Et alors? Et alors? Mais, mais non, mais attendez. Non. Attendez, il faut qu'il y ait un micro parce que sinon, le caméraman n'est pas content. J'entends, mais le temps, on va pas faire un débat non plus Bon, là-dessus. on en Vous parlera pourrez après, parler on en parlera après. Je voulais juste rappeler qu'il y a une captation vidéo, donc si vous ne souhaitez pas être filmé, il faut nous le dire et on pourra vous flouter et vous retirer de la captation vidéo au cas où. Bonsoir tout le monde. Je suis citoyenne, mais avec la particularité de posséder mon propre toit à 100 mètres d'ici. Et donc, voilà, je vais aller direct au but pour savoir si tout ça, ce ne sont pas que des belles paroles, sachant que je ne doute pas que vous recevez beaucoup de subventions, notamment de l'Union européenne, etc. Donc, très concrètement, puisque je souhaite faire solariser mon toit, que pouvez-vous faire très concrètement, c'est-à-dire pas d'adresse email ou quoi que ce soit. Voilà, je suis évidemment prête non seulement pour une autoconsommation, mais une autoconsommation collective, c'est-à-dire faire participer mes voisins. Donc voilà, j'ai un toit là, voilà, écoutez, derrière, madame, à 50 mètres vol d'oiseau, prêt à... Voilà, que C'est avec- proposez-vous C'est avec concrètement? plaisir d'entendre ça, parce que c'est littéralement notre métier au quotidien, d'accompagner les copropriétaires ou les propriétaires comme vous sur les toitures. Malgré, je vais quand même vous donner une adresse mail à la fin, parce que pour le contact. Et je pourrais revenir d'abord peut-être sur les sujets. Pourquoi autant d'Europe autour de nous aussi? Ce sont des projets qui nous permettent de faire des projets de recherche, mais le travail de l'agence, lui, est porté au quotidien en interne par des pouvoirs publics en termes de financement. Et c'est exactement le sujet qu'on traite, de développer le solaire en copropriété. Et justement d'aller exploiter le potentiel qui est le vôtre aujourd'hui. Voilà. Sachant que c'est uniquement ma décision, parce que c'est mon toit, donc il n'y a aucune raison pour C'est d'autant des plus simple. dossiers, Écoutez, nous, en fait, on fait des études gratuites, on y reviendra peut-être à la fin, mais des études gratuites, on cherche la Oui. rentabilité d'un projet. Le but n'est pas que vous dépensiez à perte non plus, mais bon, on accompagne jusqu'au bout, jusqu'à probablement peut-être à vous donner des phases de maîtrise d'œuvre pour aller chercher justement des professionnels là-dessus. Ouais, tout à fait. En tout cas, on y reviendra. On aura une section vraiment dédiée à qu'est-ce que les citoyens peuvent faire, à la fois en tant que producteur sur leur immeuble ou en tant que financeur. Donc, je pense que ce sera aussi plus clair pour tout le monde. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous aussi à la fin. Il y aura une deuxième session de questions-réponses si les choses ne sont pas encore claires sur ce qu'on peut faire en tant que citoyen. On peut encore prendre deux questions, Lucas. Moi, je pense que ma question est très apparentée à celle de madame, parce que ma situation est la même. J'ai un toit en zinc, orienté sud, et on a prévu de le solariser. Est-ce que demain, est-ce que la ville de Paris me donne l'autorisation de le faire demain, dans le cadre de notre PPT, ou bien est-ce que les problèmes évoqués des bâtiments de France, etc., font que on n'y arrivera pas? Je propose de donner la parole aux intervenants. On avait prévu de parler justement des contraintes qui se posent sur les endroits parisiens. Parmi ces contraintes, il y en a fait les contraintes patrimoniales. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir par rapport à ça. Oui, alors écoutez, Paris, on a l'impression qu'on peut rien faire nulle part. Et moi, j'ai eu l'expérience de faire des projets sur des endroits qui étaient assez difficiles, quoi. Je me souviens, par exemple, on a fait un projet sur le Printemps, qui était à 50 mètres à vol d'oiseau de la coupole de l'Opéra. Et en fait, ce qu'il faut faire dans ces projets-là, c'est de prendre rendez-vous avec l'ABF, l'architecte des bâtiments de France, et ne pas lui dire, voilà, mon projet, c'est ça, vous n'avez plus qu'à signer. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut aller le voir avec un plan de votre toiture, sans rien dessiner, et lui dire, voilà, je voudrais faire du solaire. Comment vous vous y prendriez? Vous renversez le sujet. Vous lui demandez comment faire. Là, il va vous dire peut-être, là, vous avez des toits en zinc, donc essayez de trouver des panneaux qui soient plutôt dans les grilles, plutôt pour ressembler aux zinc. Voilà. Ailleurs, par exemple, sur le projet, vous voyez, qu'on a vu tout à l'heure, là, des Halles de Paris,
l'architecte nous demande de mettre des panneaux qui soient plutôt couleur bronze pour qu'on retrouve un peu la même couleur que le bâtiment originel. C'est tout à fait logique et c'est censé, ce truc-là. Moi, je le comprends tout à fait. On ne va pas mettre des panneaux noirs. Vous voyez, je ne sais pas si la photo, on la verra. Mais on ne va pas mettre des panneaux noirs sur un truc qui est plutôt de couleur bronze. Donc, il y a une recherche à faire. Mais la première des choses à faire, hein, prenez langue avec l'ABF et vous lui posez la question. Ah, ils sont ravis en général. Hein. N'oubliez pas que les ABF sont des gens qui sont parfois libéraux dans d'autres départements. Ils font, voyez, et donc ce sont de vrais architectes, des créateurs. Donc posez-leur la question. Comment vous y prendrez? Il va vous dire, ben voilà, cette contrainte-là, bon voilà. Et je vous assure qu'on arrive toujours à trouver des solutions. Toujours. Moi, dans la France entière, même dans des endroits architecturalement très difficiles, on a réussi à faire passer des projets. Mais simplement, il ne faut pas leur imposer quelque chose. Si vous venez avec déjà vos propres plans et te voilà, c'est mon truc, eh bien, première réaction, il va dire non, ça ne va pas. Voilà. Et c'est compréhensible aussi. Je veux bien compléter parce que dans le projet de solarisation métropolitain, on a essayé de dérisquer au maximum en amont les projets. Donc, j'en ai parlé, études de faisabilité, études de structure. Et on est allé rencontrer les ABF. À l'échelle métropolitaine, on a pu rencontrer l'ensemble des ABF. Et on avait une liste de 110 bâtiments à leur faire analyser. Donc, on a la chance, ce sont des bâtiments publics qui datent des 30 Glorieuses, la plupart du temps à l'échelle métropolitaine quand c'est du patrimoine public. Donc, en béton ou des gymnases qui sont en charpente métallique, donc des toitures terrasses ou des toitures qui sont à faible pente. Et en discutant avec eux, on s'est rendu compte que pour eux, les ABF, panneaux solaires, ça veut dire 45 degrés. Et on leur a dit, non, le photovoltaïque, c'est couché. Et puis, il y a des acrotères. C'est derrière les acrotères, mais ça ne se voit pas. Et en fait, ce n'était pas un avis conforme. Ils nous ont validé près de 90% des projets parce qu'on était sur des bâtiments qui n'avaient pas une contrainte patrimoniale forte, des panneaux couchés. Et en fait, le fait de discuter en amont, on se rendait compte que c'était moins compliqué. Après, c'est vrai que le patrimoine public des communes, des 30 Glorieuses, est un patrimoine qui est moins regardé que d'autres. Par contre, sinon, par rapport aux zinc et au solaire photovoltaïque, il y a un enjeu d'assurabilité qu'il faut regarder, qui est à prendre en compte quand on a des toitures zinc. Il n'y a pas d'avis technique qui permettent l'assurabilité forcément. Il y a des choses à creuser, il y a une petite complexité d'assurance à prendre en compte. Encore 2 petites questions courtes, s'il vous plaît. Bonsoir, donc une courte question, mais bien pratique. Installer des panneaux solaires qui durent longtemps, etc., très très bien, mais encore faut-il qu'il y ait une logistique suffisante qui permette au fur et à mesure des années de voir le fonctionnement, de nettoyer de temps en temps le panneau solaire. On sait que évidemment il y a des particuliers qui peuvent le faire eux-mêmes, c'est un nettoyage après une période où le sable du Sahara, j'exagère un peu, viendrait tout recouvrir. Voilà, alors maintenant, comment faire pour faire en sorte que un système puisse exister qui garantisse qu'une logistique régulière puisse être organisée. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure en disant qu'il y a des aides qui sont organisées précisément lors de l'installation et un peu dans le suivi, mais sur le long terme, c'est ça qui est important quand même pour que ça puisse effectivement perdurer le plus longtemps possible. Que j'ai entendu dire à plusieurs reprises, dans un cadre d'un conseil municipal et autres, qu'en réalité, on n'aime pas tellement que les panneaux solaires soient installés parce qu'on sait qu'ils ne durent pas longtemps d'abord, ensuite les gens ne savent pas tellement quoi faire, comment faire, ça coûte cher pour l'intervention, pour la logistique, etc. Alors voilà ces types de questions que je voudrais vous poser pour nous rassurer sur le fait que des métiers des formations sont faites régulièrement pour assurer cet entretien des panneaux solaires. Merci. Alors, c'est très simple. Là, on a toutes les réponses à votre question. D'abord, les panneaux solaires, ça dure longtemps. Les meilleurs panneaux aujourd'hui sont garantis 30 ans. La garantie, pas la durée de vie, la garantie. Alors vous voyez, quand un industriel garantit un produit 30 ans, c'est que sa durée de vie, c'est beaucoup plus long que ça. Moi, j'ai assisté au Japon à des anniversaires, il n'y a pas très longtemps, où on a fêté le 50e anniversaire d'un panneau solaire. Il était sur une bouée maritime, vous voyez, donc on ne peut pas trouver mieux, là, au point de vue corrosion, etc. Bon. Donc, vous voyez, ça dure longtemps, les panneaux. Et les nouveaux panneaux, notamment ce qu'on appelle les bivers, sont de très, très loin les plus performants. Ça va durer, je veux dire, on n'en verra pas la fin. Voilà.
Il y a des industriels d'ailleurs qui réfléchissent à faire des garanties à vie, même si ça ne veut pas dire grand-chose, mais bon, c'est un peu comme les clés à molette, vous savez, Facom, c'est garanti à vie. On ne sait pas quelle vie, mais c'est garanti à vie. Bon. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le nettoyage des panneaux. Ne perdez pas de temps à nettoyer des capteurs. Ça ne sert à rien. La pluie s'en charge, très largement. Franchement, chez moi, j'ai des panneaux, par exemple, depuis une vingtaine d'années. Je n'ai jamais nettoyé. Je suis dans une région, à Perpignan, où il y a pas mal de sirocco, là, de trucs. Et je vous assure que je n'ai pas vu 1 kWh de moins de production depuis les 20 ans où j'ai l'installation. Il n'y a pas de perte de performance. Ça ne sert à rien de nettoyer. Alors, je vous dis ça, alors qu'il y a des gens qui font le métier de nettoyer, donc c'est un peu dur pour eux. Mais je vous assure, ça ne sert à rien. Par contre, l'entretien de l'installation est nécessaire. Il faut que vous choisissiez un installateur qualifié. Ce n'est pas compliqué, vous allez sur Internet, vous tapez Quali PV. Voilà. Ça vous donnera, il y a à peu près 5000 installateurs dans toute la France. Il y en a en Ile-de-France qui sont très performants. Ils sont RGE, reconnus garants de l'environnement. Ça, vous êtes sûr que le gars, il est assuré en décennale, qu'il a suivi des formations, etc., convenables, et que d'autre part, il a été audité. C'est-à-dire qu'il a fait des installations, on est venu voir ce qu'il a fait, on a jugé que c'était performant et on lui a donné sa qualification. Et régulièrement, chaque, je crois, 5 ou 6 installations, il est à nouveau visité. Donc ça, c'est le Quali PV, il faut avoir ça en tête. Et par contre, il faut un contrat d'entretien. Parce que s'il ne faut pas nettoyer les panneaux, ben, il faut venir resserrer les boulons. Ça, il faut le faire. C'est une installation électrique. Et comme toute installation électrique, il faut la vérifier. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas cher, mais il faut le faire. Voilà. Pour compléter, monsieur, nous, on constate les professionnels qui ont été cités ici, les installateurs offrent de plus en plus d'offres de maintenance sur la durée d'exploitation de la centrale. Et donc, vous êtes partenaire avec eux sur les 30 ans de vie à minima d'un projet solaire. Et nous, quand on analyse en fait les données économiques de ce genre, je sais que le coût peut être une limitation importante. En fait, la rentabilité, évidemment, est impactée, mais les projets sont rentables entre 12 et 15 ans, sur une durée de vie de 30 ans, avec prise en compte de la maintenance et de l'opération de la part de professionnels. Donc c'est plus quelque chose non plus qui est laissé aux soins, notamment de copropriétaires qui ont autre chose à faire qu'une installation énergétique. Les professionnels du Mont à Paris ont très bien compris leur rôle dans l'exploitation des centrales et donc s'implémentent là-dedans et essayent d'analyser économiquement aussi la viabilité de ces projets pour vous. Très bien. Allez, bah, écoutez. La dernière, et puis après, on va avancer. Ah, on aura un temps à la fin, donc je promets, vous serez la première personne à répondre pour le prochain temps de questions. Et on a une toute dernière question pour ce temps-ci. Bonsoir. Moi, j'ai un peu raté le début, mais est-ce que vous avez parlé du solaire thermique et quitte à monter sur les toits pour installer du solaire électrique, enfin du solaire photovoltaïque, est-ce que ce serait pas l'occasion aussi d'installer du solaire thermique qui est lui beaucoup plus efficace et beaucoup moins cher pour la chaleur, quoi. Alors, écoutez, là j'ai un cas de conscience, parce que moi, ça fait très longtemps que je fais du solaire, ça fait un peu plus de 45 ans, et j'ai commencé par le solaire thermique, parce qu'évidemment, il n'y avait pas autre chose, hein. Le photovoltaïque, c'était réservé aux satellites, et puis un peu aux sites isolés, vraiment, en montagne. Et donc, on a fait beaucoup de solaire thermique, j'en ai fait beaucoup à Paris, hein. On a fait beaucoup, avec Paris Habitat en particulier, on a fait énormément d'installations solaire thermique, surtout dans les installations collectives. Qui sont chauffés au gaz, et donc ça permet de réduire la consommation de gaz, une grande partie, notamment l'été. Alors pour ce qui est des maisons individuelles, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui, il y a un vrai débat qui se pose. Parce que le marché, si vous voulez, du solaire thermique n'a pas connu le même déploiement que celui photovoltaïque. Et aujourd'hui, il y a un vrai sujet, c'est de comparer le prix d'un chauffe-eau solaire thermique. Ça marche très très bien, ça dure très longtemps, il n'y a aucun problème, ça a un très bon rendement. En gros, on a un rendement de 60%, alors qu'un panneau photovoltaïque, on a un rendement de 20% en moyenne. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus. Sauf qu'en prix, ce n'est pas du tout la même limonade. Quand vous prenez un panneau photovoltaïque et que vous rajoutez derrière une PAC pour la production d'eau chaude, là, vous avez un prix global qui est plus compétitif. Et donc aujourd'hui, on est en train de vivre ce passage.
C'est-à-dire que les gens, plutôt que d'acheter un chauffe-eau solaire et puis une installation photovoltaïque pour l'autoconsommation, préfèrent acheter une installation un peu plus puissante en électricité et acheter une production d'eau chaude, en fait, qui est un moyen de stocker aussi l'énergie, il ne faut pas l'oublier, qui permet de stocker l'énergie avec une pompe à chaleur thermodynamique, un chauffe-eau thermodynamique. Voilà. Mais vous voyez, on est à ce point de rupture aujourd'hui. Hein. C'est dommage pour le chauffe-eau solaire, parce que j'en suis un ardent partisan depuis toujours, mais il faut reconnaître que le marché du chauffe-eau solaire, même s'il reprend un petit peu en France en ce moment, on a plus d'installateurs qui sont non pas des quali PV, mais des quali sol cette fois, hein, qui ont la qualification. Ça commence à repartir de l'avant, mais pour autant, du point de vue, si vous voulez, le photovoltaïque, le gros avantage, c'est que vous faites votre chaude plus autre chose, quoi. Vous alimentez la maison, des réfrigérateurs, etc. La clim solaire, évidemment. C'est le gros sujet en ce moment, hein, le gros sujet. Alors, je propose d'avancer. On a déjà commencé à évoquer la question des freins. Donc je propose de passer la parole aussi à d'autres intervenants pour s'exprimer là-dessus. Vous êtes beaucoup à travailler vraiment sur le territoire, donc être au plus près de tous les freins qui peuvent expliquer pourquoi on est encore assez loin des objectifs. Donc je vais vous donner la parole, Patrick, pour Enercitif. Quels sont sur le territoire les principaux freins au développement du solaire et les raisons pour lesquelles il y a Énergiculteur, on parle encore de quelques bâtiments. Oui, alors, les freins, ils sont de nature très diverse et pas forcément les premiers de ceux qu'on imagine. Hein. On a beaucoup parlé d'ABF. On a installé 15 centrales, dont une au pied de la Tour Eiffel, en faisant, comme l'a dit André, on est allé voir l'ABF avant, sans aucune difficulté. Pour autant, il y a d'autres natures de difficultés qu'on rencontre et qui sont soit des questions de montage global d'une opération, surtout quand on est dans une situation, là comme fait la coopérative, comme font les autres coopératives citoyennes. J'en profite pour saluer un camarade d'une coopérative citoyenne Électron Solaire qui est dans le 93 et qui interviennent en tant que tiers investisseur. Donc sur un bâtiment d'un tiers, une collectivité, une entreprise, etc. Là, on rencontre des difficultés d'ordre purement technique. Est-ce que la structure du bâtiment, la charpente, si c'est un bâtiment avec une charpente, la dalle béton, si c'est un bâtiment terrasse, va avoir suffisamment de capacité pour supporter la surcharge de l'installation photovoltaïque avec ce qui vient derrière, le vent, etc. Est-ce que l'état de l'étanchéité va permettre de... Est-ce que l'assurance, Guillaume Clouard a évoqué tout à l'heure, on sent depuis quelques années une montée en puissance des niveaux d'exigence des assurances, des tas de contraintes supplémentaires qui se rajoutent, des normes de plus en plus diverses à respecter. Des choses qui ne sont pas tellement passionnantes, mais qui sont effectivement des freins dans le quotidien très opérationnel. Après, c'est effectivement comme c'est les questions de montage, c'est-à-dire comment, à qui on vend l'électricité, les solutions qui ont été évoquées, qui sont en plein développement aujourd'hui d'autoconsommation collective, avec un côté extrêmement vertueux de ce qu'on appelle le circuit court de l'électricité, mais qui peut-être aussi a des revers de médaille. C'est pas forcément toujours simple. C'est comment est-ce que pour un investissement qui est long, hein, on a parlé de 30-40 ans, la durée de vie d'une installation, il y a un modèle économique, si on veut que tout le monde s'y retrouve. Comment est-ce qu'on va garder des clients pendant 30 ou 40 ans alors que le client habituel, il va avoir, lui, l'envie de changer de fournisseur régulièrement. Comment, bon, sans rentrer dans tous les détails, mais ça pose toute une série de questions qui fait que on a certains montages on le voit dans le cas d'interlocuteurs qui sont les collectivités, par exemple, qui s'inscrivent dans la durée et 2, dans l'intérêt général, et ça c'est des éléments tout à fait essentiels, sont prêts à faire ce pari de la durée. Et celui-là, il est tout à fait essentiel parce qu'on est sur de l'investissement long.
Oui. De toute façon, on pourra revenir aussi sur l'activité d'Enercitif un petit peu plus tard. Et peut-être Guillaume Clouard, votre regard aussi sur les difficultés que peuvent rencontrer les collectivités. Au-delà de la métropole, hein, vous êtes aussi au contact avec les différentes communes. Est-ce que vous rencontrez des freins, des difficultés particulières? Oui, tout à fait. Je vais rebondir sur tout ce qui vient d'être dit. C'est tout à fait juste. Bon, nous, quand on essaie de massifier, on essaie d'embarquer plusieurs collectivités en même temps, comme vous l'avez vu. Et effectivement, il y a un besoin de sensibilisation, de formation, que les services puissent intégrer dans leur marché public en amont. Les petites clauses comme ça, les petites clauses, les normes assurantielles qui permettent la faisabilité on va dire, de la mise en œuvre de la centrale sur la toiture. Et nous, ça nous arrive de temps en temps où on a des collectivités qui sont dans un projet et elles viennent de rénover l'étanchéité toutes seules sans s'être trop posé de questions. Et il y a 95% de chances que c'est bon, la toiture, elle est foutue pendant 20 ans. Donc, c'est quelque chose qui est à prendre en compte, de systématiser, parce qu'il y a des assurances qui sont derrière, personne ne va prendre le risque. Et il y a l'isolant de classe C, la membrane, il faut que ce soit de telle catégorie. Il y a quelques petites choses comme ça à prendre en compte, à intégrer dans les marchés publics. Et ça permet l'assurabilité et même de pouvoir se poser dessus l'année d'après. Mais ça fait un petit peu de perte. Et également la structure. Alors, on a beaucoup de chance, comme je disais, dans le patrimoine public, on a des toitures terrasses. Beaucoup de toitures terrasses arrivent à supporter parce que c'est des dalles béton qui sont assez solides et qui peuvent supporter des centrales. Cela étant, pas toutes. Il y en a qui sont en surcharge. Il y en a qui peuvent être compliquées. Et puis, dès qu'on est en charpente métallique, là, ça devient compliqué pour faire passer. Et on a beaucoup de bâtiments en charpente métallique, notamment des gymnases, qui ne passent pas. Et on a une solution, ça s'appelle les renforts structurels. Mais à l'heure actuelle, quand on a une centrale de 100 000 euros et qu'on doit mettre 80 000 euros de renforts structurels, psychologiquement, ça passe pas. On n'arrive pas à récupérer ces bâtiments. Donc, il y a une perte de surcharge et puis de réglementation, de faisabilité de la toiture. Oui, alors il faut se poser la question pourquoi les assurances sont si difficiles à décider. Et en fait, vous savez, les assureurs, c'est des gens des commerçants en fait. Hein. Et le problème, c'est que dans le photovoltaïque, ils ont eu des primes, un rapport prime sur sinistre qui était extrêmement défavorable. Donc c'était lié à tout ce qui s'est passé aux alentours des années 2010. Où vous avez, donc, il y a une quinzaine d'années, et vous voyez que les conséquences, on les paye très longtemps après. En fait, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de margoulins qui étaient sur le marché, on appelle ça des éco-délinquants, qui profitaient souvent de la méconnaissance, souvent de personnes âgées, qui faisaient du démarchage à domicile, qui vendaient des installations de très mauvaise qualité, qui parfois n'avaient jamais fonctionné, et en les vendant en plus très cher. Bon. Ces gens-là, ils n'ont pas arrêté de sévir, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Donc, surtout, une règle d'or, ne jamais répondre à une demande qui vous aura été faite par téléphone. Si on vous appelle, à 99% des cas, ce sont des escrocs. Il ne faut pas répondre. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, on l'a dit, prendre un installateur qualifié, parce que s'il est qualifié, ça veut dire qu'il est assuré. Et là aussi, ne vous fiez pas à quelqu'un qui vous dira « oui, moi j'ai des assurances, etc. Regardez, j'ai une photocopie de mon assurance ». Ça ne suffit pas. Il faut qu'il soit qualifié. S'il est qualifié, nous, l'organisme qui donne la qualification aura vérifié qu'il est bien assuré en décennal. Et vous serez garanti. Et si même un jour il disparaît, vous aurez toujours la possibilité d'avoir une copie de la police d'assurance et donc de pouvoir vous retourner sur l'assurance pour faire réparer votre installation. C'est très important ça. On touche aux toitures. Donc, les dégâts des eaux, vous savez, viennent toujours du toit. Hein. C'est toujours connu. Bon. Donc, il faut absolument faire attention à ça. Alors qu'on a des toits en zinc, c'est moins dangereux, c'est moins risqué. Mais quand on a des toits en tuiles, par exemple, il suffit d'avoir une tuile cassée et puis c'est fini. Bon. Donc, il faut absolument regarder ça de très près. Alors, voilà, les assurances, c'est ça le vrai problème. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas être contre les assurances parce que malheureusement, il faut les comprendre. Et le seul moyen de résoudre ce problème-là, c'est de faire en sorte que les éco-délinquants soient de moins en moins nombreux sur le marché. Voilà.
Et c'est à nous, consommateurs, qu'il revient de faire attention. Merci. Et pour boucler la boucle de ces différents freins, peut-être s'intéresser au contexte particulier de la copropriété, celui qu'on a l'habitude de traiter à l'Agence présidentielle du climat. Oui. Est-ce qu'il y a des difficultés supplémentaires aussi qui se posent lorsqu'on est une copropriété qui veut se solariser? Bien sûr, il y a plein de choses qui ont été citées, évidemment, que je rejoins totalement. La première, en fait, à Paris, on l'a pas évoqué, mais c'est la toiture. Peut-on mettre du solaire? Est-ce utile de mettre du solaire sur votre toiture? Avez-vous les mètres carrés nécessaires? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est plat? Ça, c'est un travail que fait l'agence au quotidien et sur lequel il faut évidemment s'interroger. Vouloir du solaire, c'est bien, mais encore faut-il pouvoir en poser, c'est la première chose. Et la deuxième chose, en copropriété, ce qui est évidemment un enjeu, c'est le fait de s'accorder là-dessus. Il faut savoir aujourd'hui qu'il peut y avoir des personnes réticentes à l'idée, les projets sont longs, les montages sont compliqués. Donc, effectivement, il faut de toute façon, quand on approche un projet solaire en copropriété, s'entourer à la fois de professionnels, comme vous en avez autour de la table aujourd'hui, d'expertise, gratuite si possible, évidemment. Et la deuxième chose, c'est essayer de monter un projet au sein de sa propre propriété. Il faut évoquer le projet en permanence, discuter, trouver les moyens et justifier à la fois sur le plan économique, mais aussi sur le plan énergétique et climatique. Ça, c'est quelque chose qui fait mouche. Nous, on le voit au quotidien quand on accompagne des projets aux copropriétés où on se déplace pour venir défendre des projets, des fois qui sont des très grosses installations. On trouve toujours des interlocuteurs quand on leur prend le temps de leur expliquer pourquoi le faire, comment le faire. Ça, c'est vraiment les freins de manière globale. Juste pour conclure peut-être sur le solaire parisien, la difficulté de manière globale, je pense elle nous est tous imputable en fait. C'est que le solaire en ville n'a jamais été quelque chose qui a été vraiment discuté ou toujours en marge. En tout cas, ce qui est le développement global de l'électrification de la ville de Paris, ce que nous on souhaite comme le potentiel d'une vraie ville solaire, c'est avant tout la motivation qu'on a nous à porter ces sujets-là. On est convaincu que demain, si on y arrive, on va avoir des acteurs politiques, des acteurs économiques, les assurances aussi, des acteurs techniques qui vont se mettre dans la ligne de combat qu'on peut avoir nous collectivement et justement trouver des solutions au blocage qu'on peut avoir de manière continue sur le chemin. Donc il ne faut surtout pas hésiter à aller lancer son projet, à aller en discuter. C'est la première chose. Le frein, c'est l'autocensure, je pense. Oui, un point rapide. Un point rapide, c'est que l'autoconsommation, vous voyez, bon, on peut la faire au niveau d'un quartier, mais on peut la faire aussi au niveau d'un bâtiment. Et donc, quand vous avez une copropriété avec, je sais pas, 50 logements, tous les logements ne sont pas obligés d'adhérer au projet, contrairement à ce que vous faites quand vous faites un ravalement de façade, etc., où il faut que tout le monde contribue financièrement au projet. Là, si vous faites un projet, si sur les 50 logements, vous en avez 5 ou 10 qui ne veulent pas rentrer dans l'autoconsommation collective, c'est tout à fait possible. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'investissement en termes de réseau. En fait, vous faites votre installation solaire, vous injectez sur le réseau d'Enedis, et puis ensuite, vous la distribuez de façon virtuelle dans les logements qui font partie de l'opération. Et donc, si quelqu'un ne veut pas rentrer dans le projet, il ne rentre pas dans le projet. Et donc, c'est beaucoup plus facile à monter parce que finalement, on n'est pas obligé d'avoir des unanimités pour monter les projets en copropriété. Ça, c'est une force importante. Pour finir, continuer peut-être aussi les notes un peu plus positives. Alors c'est vrai que le territoire parisien offre aussi du potentiel. Peut-être Patrick, vous pouvez nous en dire un petit peu plus pour expliquer pourquoi Enercitif est aussi très présent sur le territoire pour exploiter ce potentiel au maximum. Et est-ce que le territoire parisien, au-delà de tous ces freins, a aussi des atouts à faire valoir? Oui, les atouts, c'est quand même déjà le potentiel des milliers d'hectares de toiture, parce qu'on parle évidemment de solaire en toiture, de milliers d'hectares en toiture, alors dont il faut éliminer bien évidemment la grande majorité, parce que ce que rappelait Gaston, il y a des questions d'ombrage, des questions techniques, enfin voilà, il y a quantité de questions techniques qui fait qu'on élimine. Ça n'empêche que une fois qu'on a éliminé, je sais pas, j'ose pas dire de chiffres, mais 60 ou 70%, ça reste un potentiel absolument colossal. Donc le niveau où on en est aujourd'hui de développement du photovoltaïque, on a envie de se taper la tête contre les murs. On se dit mais c'est pas vrai, avec tout ce potentiel qui est là, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'on va pas plus vite, hein? Et donc notre attente, nous, très modeste coopérative citoyenne, c'est que
on puisse élargir de plus en plus ça, que les collectivités, ça qui sont quand même au premier rang, hein, passent aussi à la vitesse supérieure. On a entendu Dan Lair tout à l'heure qui a dit que c'était dans la volonté, et je pense que c'est très important, qu'il y ait des signes politiques forts pour dire « Ok, on peut y aller hein. ». Après, il faut que les moyens suivent, il faut que l'organisation suive, il faut qu'il y ait dans les services de la ville des équipes pour bosser. Ça ne se fait pas tout seul, c'est énormément de boulot, etc. Donc ça, c'est effectivement ça qu'on attend pour que ça se développe. De l'autre côté, les citoyens, on le sent bien quand on parle autour de nous, dans toutes les rencontres qu'on peut avoir, l'intérêt que ça suscite, le fait de se dire on peut être acteur, quoi. C'est pas, on pas seulement à attendre que ça se passe ailleurs. Donc là, vraiment, ce potentiel-là, il est complètement extraordinaire. Mais il y a aussi derrière, et ce qui aujourd'hui est quand même très largement insuffisamment mobilisé, puisqu'on parle encore une fois en milieu urbain comme Paris de photovoltaïque en toiture, il y a tout ce qui est des bâtiments tertiaires ou d'entreprises. Enfin, en Paris ou autour de Paris, il y a des bâtiments d'entrepôt, il y a des aspects techniques de capacité, de structure, etc. Mais ça n'empêche. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on facilite les choses pour que les entreprises qui, souvent, on en a approché un certain nombre hein, dans la coopérative pour dire est-ce que vous n'avez pas envie qu'on fasse un projet ensemble? Ouais, a priori, intéressant, etc. Après, quand on se dit, mais dites, attendez, il faut qu'on s'engage là pour... on va mettre les panneaux pour 20 ans, peut-être avec un peu de bol pour 40 ans, ou ça devient plus compliqué. Donc là, on a un vrai chantier, il me semble, en direction des entreprises, que ce soit sur du tertiaire ou sur de l'activité de l'entrepôt, etc., où le potentiel sur Paris, mais sur la métropole, en fait, dans la métropole, ce potentiel-là, il est multiplié par 1000, hein, le nombre de milliers d'hectares de toitures d'entrepôt. On sent bien qu'on n'est pas encore aujourd'hui au niveau de pouvoir massifier les choses, et pour les massifier, il faut les simplifier, et les simplifier, ça passe aussi par le volet réglementaire, qui aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais André en a cité quelques exemples tout à l'heure, on sent bien toutes les freins et les réticences qui existent au niveau réglementaire, législatif ou réglementaire, par rapport à ça, alors que nos voisins allemands, je suis désolé de toujours les remettre en avant, mais ça n'empêche, on voit bien, ils ont énormément simplifié les choses, et ils ont pris des années et des décennies même d'avance par rapport à nous. Alors, très rapidement, s'il vous plaît. Deux petites bonnes nouvelles. Les Anglais, le Royaume-Uni vient de rendre obligatoire les installations photovoltaïques sur tous les bâtiments neufs. Bon, c'est pas... Alors, justement, moi, on me dit toujours, oui, mais tu es dans le Midi, alors c'est normal, le solaire, ça marche bien, mais à Paris, ben non, il faut tordre le cou à cette idée reçue. Pourquoi? Parce qu'avant, les panneaux coûtaient cher. Donc, effectivement, on pouvait se poser la question. Mais aujourd'hui, les panneaux, ça coûte presque plus rien. Ça coûte presque plus rien. Donc, si vous voulez, quand vous rajoutez 30% de panneaux ici, vous avez la même production d'énergie qu'à Marseille. C'est-à-dire à Marseille, vous mettez 3 panneaux, ici, vous en mettez 4, et sur l'année, vous récupérez la même quantité d'énergie. Et comme les panneaux supplémentaires ne coûtent pas grand-chose, voilà, c'est QFD. Le deuxième sujet, c'est... J'ai oublié. Bon, ça reviendra peut-être. En tout cas, pour poursuivre les réflexions sur comment est-ce qu'on peut faire pour accélérer, pour surmonter ces freins, aller plus vite, aider les différents acteurs. Je vais redonner la parole à Guillaume de la métropole du Grand Paris. Vous nous aviez parlé tout à l'heure de la difficulté pour les collectivités en termes techniques, mais aussi en termes de financement. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre à la métropole du Grand Paris pour pouvoir les aider? Oui, je voulais aussi juste apporter ma petite note d'espoir avant de répondre. Oui, Donc, en fait, on est ici en zone métropolitaine, on est aidé par la physique. Donc, on a des toitures qui sont exposées au soleil avec très peu d'ombre portée, mais même des fois, on a des parkings aériens avec, au niveau de la structure, il n'y a aucun souci. Donc, il y a des kilomètres carrés et des kilomètres carrés de toitures à solariser. Et on a une consommation électrique qui est hyper importante. Donc, en fait, les deux se marient très bien. Et
Et donc, s'il y a des évolutions réglementaires, il y a vraiment quelque chose de phénoménal à faire en termes de développement solaire. Sinon, par rapport au soutien des collectivités, au niveau de la métropole du Grand Paris, on s'était calé sur les aides de la région voilà, pour qu'il n'y ait qu'un seul financeur qui traite un seul dossier et qu'on ne divise pas un dossier d'une collectivité en deux. C'était plus efficace. Donc, on avait pris les mêmes critères. Et donc, le critère, c'est qu'en fait, on donne une aide en fonction de la performance économique du projet et on finance la centrale et tout ce qui permet la réalisation de la centrale. Donc, renfort structurel s'il y a besoin, rénovation d'étanchéité, ombrière, donc ce qui supporte et puis ce qui produit. Et donc, en fonction du niveau économique du projet, on va jusqu'à un taux d'aide de 50% maximum. Donc, voilà, c'est un bon coup de pouce parce que sachant que dans les années à venir, sur l'autoconsommation, le prix de l'électricité va augmenter. Il y aura une rentabilité de projet, peut-être qu'il faudra revoir dans les années à venir. Mais voilà, ça permet à mettre un bon coup d'accélérateur pour les collectivités territoriales. On a financé en 1 an et demi 21 projets pour 7 millions d'euros d'assiettes éligibles, et notamment des projets parisiens et puis des projets importants sur d'autres collectivités. Oui, c'est pour les communes et les établissements publics territoriaux. Oui. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous avez d'ailleurs un exemple à nous montrer, en quoi ce soutien supplémentaire permet vraiment de mener à des projets qui peut-être ne se feraient pas sans? Oui, alors bon, disons qu'il y a les collectivités qu'on accompagne, elles ont dans le viseur qu'on a une aide à la fin qui permet d'accélérer le passage à l'acte. Mais cela étant, ça c'est le résultat un petit peu du projet de solarisation où on a un projet à Épinay-sur-Seine où on arrive, donc il y a l'étude de faisabilité qui est faite. La collectivité, elle se dit, bon, la métropole, elle met en place une étude de faisabilité, on va faire notre boucle d'autoconsommation. Donc, il y a l'autoproduction, l'autoconsommation qui est prise en compte, le surplus pour pouvoir faire la compensation avec d'autres bâtiments publics. Et après, on intervient, c'est le plus compliqué, c'est les renforts, pas les renforts, excusez-moi, les sondages destructifs, les études de structure, ce qui fait qu'on peut réellement mettre en place la centrale. Et ça, c'est des études qui sont quand même plus chères et qui sont plus longues à mener. C'est des travaux, avec un perforateur, on fait des trous le plus souvent pour voir s'il y a assez de ferraille dans la dalle et est-ce que ça tient. Et une fois que tout ça est fait, voilà, la collectivité, elle a le pied à l'étrier pour pouvoir mettre en place sa centrale à partir du moment où le bureau d'études structure met le coup de tampon. Donc, en fait, ça, c'est des projets qu'on arrive à accélérer parce qu'en fait, on met à disposition des collectivités gratuitement ces 2 études fondamentales qui leur permettent de passer à l'acte dans les 2 ans. Et sinon, par exemple, il y a un exemple du centre technique municipal de Sucy-en-Brie. La toiture du centre technique fuyait de partout. Et grâce à notre étude de faisabilité, des apports, des sensibilisations qu'on a pu apporter à la commune, on a réussi à faire les travaux en un temps record, à sensibiliser la collectivité dans son cahier des charges. Et bien que ça fuyait partout, en quelques mois, la collectivité a réussi à rénover son étanchéité et à mettre en place sa centrale. Sinon, c'était sûr, il y avait des sautes partout, donc ils allaient faire une étanchéité classique et il n'y aurait pas eu de centrale sans le projet. Disons que le projet de solarisation, ça permet vraiment d'activer une certaine réactivité pour les collectivités. Merci beaucoup. Et puis, on peut aussi se souvenir voilà, de ce côté, tout ce dont d'alerte nous avait parlé en introduction, pour voir aussi que la ville de Paris met en œuvre beaucoup de dispositifs pour soutenir le développement du solaire. On a parlé des collectivités. Il y a aussi la question des citoyens, qui a déjà été évoquée précédemment, donc l'occasion d'approfondir un petit peu ce point. Revenir à vous, Patrick, pour Enercitif. De manière de devenir acteur de la transition énergétique en tant que Parisien, du développement du solaire et du photovoltaïque, la première chose, ça va être de financer des projets locaux. Et donc, c'est là où, à Enercitif, vous intervenez en tant que coopérative. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et je crois notamment que vous avez un nouveau projet à présenter aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Alors, encore une fois, le point de départ, c'est de se dire tout seul, on peut faire des choses, mais il y a des limites, hein. Il n'y a pas beaucoup de personnes comme Madame qui a une maison individuelle dans Paris. Et donc, quand on est dans du logement collectif, c'est pas forcément toujours simple. La question de la copropriété, il faut convaincre tous ces copropriétaires, etc. L'idée de la coopérative, c'est que ce qui est compliqué à faire quand on est seul, et quand on se met ensemble dans une logique de coopération et d'intérêt général, eh ben, on finit par y arriver. C'est voilà ce qu'on a réussi à faire, hein, depuis la création de la coopérative, où c'est en fait une équipe bénévole. C'est vous et moi qui se sont rassemblés pour dire la question énergétique, c'est pas seulement la facture que je vais payer ou le bouton sur lequel je vais appuyer, mais l'énergie, c'est quelque chose d'essentiel dans notre société, dans notre modèle économique, et il n'est pas normal qu'on soit à côté, qu'on soit rejeté de cette question-là. Donc, c'est notre sujet. Alors, ce n'est qu'une façon de l'aborder, bien sûr, la production d'électricité renouvelable. C'est un tout petit morceau d'une question qui est beaucoup plus vaste. Encore une fois, sobriété, 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 bien évidemment, mais aussi toutes les autres énergies renouvelables, etc. C'est une petite façon, mais au moins, là, de se dire, je peux être acteur. Et je peux être acteur très concrètement dans une coopérative comme celle-ci, de plusieurs façons. Soit en participant très concrètement au développement des projets. Il y a des centrales à construire et à exploiter. La semaine prochaine, on a 2 chantiers qui vont démarrer. On va installer sur 2 écoles, une dans le 15e, une dans le 19e. On démarre des chantiers d'installation de panneaux. Début août, on va sur un collège installer 500 panneaux dans le 20e arrondissement. Donc là, il y a une équipe qui participe à ça. Cette équipe, elle est par définition ouverte. Mais c'est aussi derrière, bien sûr, un financement. Là, ce nouveau projet dans lequel on s'engage, avec donc 12 installations qui s'inscrivent dans le cadre de l'appel d'offres dont a parlé Dan Lair tout à l'heure, que la ville de Paris a appelé Énergiculteur. Sur les 15 centrales, 3 ont été faites par la ville, 12 ont été mises dans un marché public, donc que la coopérative a emporté. Et on s'est engagé collectivement à réaliser ces 12 installations photovoltaïque cette année et l'année prochaine, et de dire la porte est ouverte. Les Parisiennes, les Parisiens qui ont envie de mettre la main à la pâte ou de mettre les sous sur la table, parce qu'il faut financer bien sûr cette chose-là. Certes, il y a la banque classiquement, certes, il y a aussi des aides publiques, et là je tiens à saluer quand même très nettement la métropole du Grand Paris, parce qu'elle vient soutenir ce projet dès lors que c'est un projet qui est lié à la ville de Paris de façon étroite, mais qui reste porté par cette coopérative. Donc là, sans le soutien de la métropole, clairement, le projet, il n'existerait pas. Pour autant, à côté de ça, il y a l'investissement citoyen. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. On a lancé une campagne de levée de fonds citoyenne pour dire qui veut rentrer peut participer, mettre une partie de son épargne dans la coopérative et devenir comme ça coproducteur d'énergie renouvelable. Ce qu'on ne peut pas faire tout seul, collectivement, je deviens coproducteur ou coproductrice d'énergie renouvelable. Voilà, ça, c'est l'opération qui est en cours. Et si vous voulez, pour pas monopoliser trop, mais prendre un petit peu plus de temps pour en parler à la sortie, il y a au fond de la salle 3 personnes de l'équipe qui sont là et qui ont un petit stand qui sera dehors pour, si vous souhaitez échanger directement, prendre un petit peu plus de temps. Ce sera possible une fois qu'on aura fini. Merci beaucoup. On va finir par la deuxième manière de devenir producteur d'énergie renouvelable, donc en hébergeant des panneaux solaires ou photovoltaïques sur son toit.
on l'a déjà dit, hein, Gaston, mais c'est une des missions aujourd'hui de l'Agence parisienne du climat. Est-ce que déjà, pour récapituler un petit peu, on peut expliquer, parce que c'est forcément des contextes différents, la copropriété que les bâtiments publics, quelle forme ça prend, comment ça marche le solaire, le photovoltaïque en copropriété? Oui, tout à fait. Effectivement, là, ici, il s'agit aussi de penser une installation dans sa stratégie d'exploitation. Parce que, effectivement, vous allez avoir des panneaux solaires sur 30 ans sur votre toiture, à supposer qu'on puisse les installer, mais ça, on a bon espoir, comme je vous le disais. Et donc, ça demande à réfléchir collectivement au sein de la copropriété comment exploiter cette centrale. Globalement, il existe 3 méthodes. La première, c'est la revente totale. Vous venez des producteurs, vous avez une centrale, où vous louez votre toit potentiellement par un tiers investissement, et cette personne-là vend de l'électricité sur le réseau. Chose qui n'est pas conseillée en fait par nos soins parce que les tarifs en fait de rachat obligatoire d'EDF sont en baisse. Et puis à côté de ça, vous êtes des très petits producteurs par rapport aux mastodontes qui peuvent faire du solaire en France. Donc évidemment, vous n'avez pas armé, et aussi au niveau de la compétence potentiellement. Donc mettons ça de côté pour un temps. La solution que nous on analyse en premier lieu et qui valide la viabilité d'un projet en copropriété, c'est l'autoconsommation individuelle. Vous produisez sur votre toiture, vous consommez pour vos parties communes, et vous revendez le surplus, potentiellement en obligation d'achat à EDF. Là, c'est les fameux 12-15 ans de rentabilité, d'amortissement dont je vous parlais sur des projets de 30 ans, sur un panel d'installation qui peut aller d'une dizaine de kilowatts crête à potentiellement, on travaille sur des sujets à 500 kilowatts crête, sur des gros ensembles en bordure parisienne. Et la solution que nous, finalement, on revendique encore plus et qui est celle qui, à notre sens, est l'avenir de l'énergétique parisien et même plus globalement l'avenir de la question climatique parisienne, c'est l'autoconsommation collective et la mutualisation. Faire l'effort commun de produire et de revendre le surplus électrique après avoir consommé chez soi, au tertiaire, à l'école, au magasin en pied d'immeuble qui peut être un cabinet médical au sein de la copropriété, ou même, pourquoi pas, se faire, et d'ailleurs c'est le projet Discover dont je vais placer un mot, se entrer dans une communauté d'énergie, c'est-à-dire mutualiser aussi la production entre différents immeubles, chose qu'on nous on travaille sur un gros projet dans le 13e sur ces questions-là, avec 4 gros ensembles qui veulent travailler ensemble dans l'idée de produire et de rentrer dans une communauté d'énergie, c'est-à-dire créer une vie de quartier autour de la question énergétique, créer de la résilience, créer de la formation, monter en compétences, et comme ça a été dit par Patrick, finalement, se réapproprier la question énergétique, chose qui pour nous est fondamentale dans notre vie de citoyen, dans notre vie de parisien, et même plus loin, dans notre vie de personnes qui vont connaître le changement climatique. C'est comme ça qu'on estime qu'on crée de la résilience, de la capacité de s'entraider sur d'autres sujets, et même si ces données sont moins chiffrables que celles de l'économie, on est certain qu'elles vont permettre du mieux vivre ensemble après derrière. Voilà, c'est vraiment les grands tenants de la copropriété là-dessus, et pourquoi motiver un projet en copropriété là-dessus. Évidemment, vous faites des économies, c'est aussi bien de le rappeler. Et très concrètement, pour les propriétaires ou copropriétaires convaincus, comment l'APC peut les accompagner dans leur projet? Oui, totalement. Donc l'APC, comme je vous le disais, est devenu guichet unique sur la rénovation énergétique du bâtiment, cherche à devenir guichet unique sur la question solaire à parisienne. Notre service est neutre, indépendant et gratuit. Il est lié au des financements publics. Nous sommes une ALEC, donc une agence publique. Comment il se définit? Je ne sais pas si tu as peut-être la petite slide. Bon, au pire, ce n'est pas très grave. Globalement, en fait, nous, on prend toutes les bonnes intentions. Vous avez une envie, vous avez une question, vous nous envoyez un mail, vous voulez étudier votre toiture, on le prend. À partir de là, on va étudier par vue satellitaire en fait, votre toiture, voir si on peut produire, c'est la première chose. À partir de là, on va se rencontrer, chose qui est très essentielle pour savoir votre motivation, votre capacité à produire, savoir si c'est un projet qui peut aboutir facilement ou s'il est une stade très pré-projet. Et à partir de là, si on arrive à trouver une capacité de production, si on arrive à monter l'envie de monter un projet ensemble, ce qui est généralement évidemment le cas, sauf cas très rare, par exemple de petites toitures où voilà, on donne des notes d'intention qui ne sont pas forcément bonnes pour le solaire. À partir de là, on va récupérer votre donnée Enedis, chose qu'on ne peut pas faire avant, parce que ça vous appartient en termes de consommateur. Et à partir de là, on va justement analyser le profil entre votre production potentielle et votre consommation. C'est les fameux taux d'autoproduction et d'autoconsommation qui permettent de dire à quel point vous prenez du solaire dans votre consommation totale ou à quel point le solaire reste dans votre pôle de consommation de votre giron. Et à partir de là, on va définir aussi une stratégie d'exploitation qui va engager, comme je vous le disais, l'autoconsommation individuelle, pourquoi pas de l'autoconsommation collective, et vous accompagner progressivement, peut-être aussi dans la mise en place d'une équipe soudée au sein de votre copropriété qui va pouvoir porter le projet
à l'espace de 3 ans. Nous, on estime que c'est 3 ans pour porter un projet solaire. Et l'année suivante, notre rencontre, c'est aller proposer une phase de MOE, de maîtrise d'œuvre, pour aller contacter les professionnels que nous aussi on certifie de notre côté, et justement rentrer dans cette analyse plus des détails. Pourquoi pas faire aussi des tests d'analyse du bâti, chose qu'on ne fait pas directement en interne, mais on connaît des professionnels qui le font. Pour après, l'année suivante, pourquoi pas voter les travaux, et l'année encore suivante, pourquoi pas monter cette fameuse boucle d'autoconsommation collective qui va pouvoir créer de la résilience dans le quartier. Je vous souhaite une bonne soirée et bonne chance pour ces derniers jours de canicule.